Sophie Barre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Merci. Je te reçois pour un nouveau format. Donc, c'est un format où tu vas résumer ta thèse et ton travail de recherche. Et on va faire le lien avec le terrain. Qui es-tu déjà ? Alors, je suis Sophie Barre, je suis doctorante CIFRE. Je fais une thèse en STAPS, en psychologie du sport. Et ma thèse CIFRE, ça veut dire qu'elle est financée. Donc, je fais une thèse avec la Fédération française de lutte et avec l'Université Paris-Est Créteil. Ok, trop bien. Quel est l'objet de tes recherches ? Alors, mon travail, il porte sur les relations entraîneur-athlète et de faire un lien avec les compétences émotionnelles de l'entraîneur et de l'athlète dans cette relation. Tu peux nous présenter tout ça ? Oui, bien sûr, parti. Alors, donc, le titre de ma thèse, c'est l'étude des relations entraîneur-athlète en lutte, donc l'implication des compétences émotionnelles et de la subjectivité des acteurs, donc de l'entraîneur comme de l'athlète. L'objectif de ce travail, c'est de comprendre d'abord la dimension cognitive, affective et comportementale de la relation, et dans un second temps, d'identifier la place des compétences émotionnelles de l'entraîneur comme de l'athlète dans la relation et de faire un potentiel lien avec la performance. Juste pour une petite définition, les compétences émotionnelles, on le connaît aussi sous le nom d'intelligence émotionnelle. Ouais. Donc c'est le fait d'identifier, comprendre, utiliser, gérer nos propres émotions et celles de l'autre. Donc pour ça, j'ai mis en place 2 études. Une première étude exploratoire où j'ai fait des entretiens avec des entraîneurs et des athlètes des équipes de France en lutte, des athlètes de haut niveau, pour voir leur point de vue sur leur relation entraîneur-athlète, pour dresser un genre de panorama, état des lieux de comment sont les relations entraîneur-athlète pour eux et qu'est-ce qu'ils visent, qu'est-ce que chacun attend de l'autre, qu'est-ce que c'est une bonne relation pour eux, dans quelle situation c'est important d'avoir une bonne relation, identifier les besoins. Donc les résultats, il y a différentes grandes catégories de résultats. Tout d'abord, dans les conceptions de ce que c'est une bonne relation, ils ont tous en premier cité la confiance. C'est vraiment l'élément pour eux. Tout ce que je vais dire, c'est par rapport... c'est du point de vue de l'entraîneur et de l'athlète que j'ai interviewé, des entraîneurs et des athlètes. La confiance, c'est vraiment l'élément central. Et après, il y a l'investissement aussi qui est venu s'ajouter à ça. On parle aussi de ajouter de la distance ou de gérer la distance dans la relation, la proximité, et de mettre peut-être des limites en place pour cadrer la relation. Il y a des athlètes qui ont même parlé qu'ils avaient besoin d'un entraîneur qui pouvait être un peu dur, voire peut-être un peu méchant parfois, mais on pourra en rediscuter après, c'est peut-être par rapport à certains modèles d'entraînement auxquels ils sont habitués. Et aussi, on sait que quand il n'y a pas de cadre vraiment pour délimiter la relation, il peut y avoir des dysfonctionnements. Donc il y a ça qui ressort. On voit aussi que les athlètes, ils ont parlé d'attention, d'écoute et de soutien qu'ils ont besoin de la part de l'entraîneur. Et les entraîneurs, ils ont parlé aussi de trouver du plaisir et avoir un projet commun avec l'athlète. Voilà, pareil dans cette conception d'une relation idéale, on va dire. Il y a les notions émotionnelles qui sont aussi très importantes. Les résultats, ils montrent que les athlètes, ils ont besoin de la fierté de leur entraîneur et aussi qu'il y a une contagion émotionnelle qui peut avoir lieu. L'entraîneur, s'il est trop stressé, trop énervé, à la lutte au bord du tapis, ça peut contaminer l'athlète et donc du coup, ça peut avoir un impact sur la performance. Donc c'est un élément qu'il faut vraiment garder en tête, que l'entraîneur, une relation, ça se fait à 2 personnes, donc les 2 ont un impact. La place aussi des premiers entraîneurs, elle a été très mise en avant. C'est ça qui m'a un peu surpris dans mes résultats. Les premiers entraîneurs, donc entraîneurs de club ou entraîneurs dans les pôles chez les jeunes, ont une place très importante. C'est même cité souvent comme les meilleures relations que les athlètes ont vécues, ou ils le citent comme une relation idéale, parce que l'entraîneur, il apparaît comme très investi, très impliqué, et il fait attention à l'être humain, et pas juste à l'aspect terrain, performance et juste technique. Il y a vraiment une considération entière, même hors du tapis. Et c'est ça qui est très important pour les athlètes. Les résultats, ils montrent aussi qu'il y a une spécificité du point de vue de la lutte, ou d'un sport de combat, et d'un petit sport, parce que la lutte, c'est un petit sport. Et d'abord, il y a les différentes casquettes que porte l'entraîneur. Dans un petit sport comme à la lutte, l'entraîneur, il va être entraîneur, coach et sélectionneur. Et avoir ces différentes casquettes-là, ça peut être compliqué, et c'est important que tout le monde ait bien conscience de ces différents rôles et de bien délimiter ce que ça implique dans la relation et dans la pratique. Il y a aussi la notion de perte de poids, donc au judo, tu dois connaître, qui parfois est un sujet peut-être tabou, les athlètes ne veulent pas trop aller là-dessus, et certains entraîneurs laissent les athlètes aussi gérer leur perte de poids parce qu'ils ont été quasiment tous athlètes avant, et ils savent que c'est quelque chose où ils ont besoin un peu de laisser l'athlète tranquille par rapport à la perte de poids et au régime avant compétition. Et aussi, il y a une grosse implication émotionnelle. Perdre du poids, ça veut dire être au régime, ça veut dire que les émotions elles sont décuplées, beaucoup de frustration, de l'énervement et plein d'autres émotions. Donc, c'est à prendre en compte aussi dans la relation et il y a besoin du soutien là-dessus. Et autre spécificité par rapport à la lutte, un aspect de la communication aussi, c'est l'aspect tactile.
C'est l'essence même de ce sport-là, c'est un sport de contact. Mais on sait aussi que c'est révélateur d'une proximité entre les personnes et c'est ça un peu qui m'a surprise en arrivant là-bas. Ils sont tous très tactiles pour se parler, ils sont un contact physique et c'est pas habituel, mais pour eux c'est quelque chose qui est très important. Et pareil, ça montre un certain soutien auprès de l'athlète. Donc ça touche à la communication qui est notre grande catégorie de résultats. Communication verbale et non verbale qui est importante à développer avec ces athlètes. Il y a des sujets qui sont abordés ou non. Les sujets du régime, du coup, comme je viens de l'évoquer juste avant. Les sujets de la vie personnelle, il y en a qui veulent aller là-dessus, ils veulent que l'entraîneur se tienne au courant, et d'autres qui préfèrent justement mettre une distance. La notion de rire, que je trouve aussi très intéressante à mettre en avant, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont cité, et ça contribue pareil à la proximité, je pense à la mise en confiance, et à créer une bonne ambiance de groupe aussi de manière générale, parce que la relation, elle est au sein d'un groupe. Et enfin, la gestion des conflits, toujours par rapport à la communication, où cette communication elle est très importante parce que s'il y a un petit conflit qui se passe, si on ne travaille pas là-dessus, si on n'échange pas là-dessus, ça empire et ça peut mener à des situations où la relation elle est inexistante et elle doit s'arrêter et se terminer. Et les derniers résultats de cette première étude, ils montrent les situations où la relation elle est importante. Il y a une importance de cette relation dans la défaite comme dans la victoire, parce que dans la défaite, on a besoin d'être rassuré, l'athlète a besoin d'être accompagné, mais dans la victoire, ça marque une étape, un certain palier, donc les deux doivent le fêter aussi. Besoin de l'entraîneur dans l'entraînement, parce que c'est l'entraîneur qui va pouvoir guider, c'est là qu'on va tester des choses, c'est là qu'on va préparer une compétition. Les périodes de blessure, où l'athlète il a besoin d'avoir une présence aussi, parce qu'il peut être un petit peu démuni dans cette situation-là, et peut-être parfois être mis à l'écart, donc très important d'en prendre conscience. Les situations de perte de poids, comme je l'ai dit juste avant, et la compétition. La compétition, on va y venir juste après parce que ça a été l'objet de mes études de cas. Et aussi les situations de stage qui sont importantes que j'ai pas pu investiguer. Mais les situations de stage ont l'air de ce que j'ai vu, de vraiment compter dans la construction de la relation entraîneur-athlète parce que les deux vivent ensemble pendant une grosse période. Enfin, ça dépend après le sport. Mais c'est un autre mode de vie qui fait que la relation, elle bouge beaucoup à ce moment-là. Et je pense que c'est un truc qui peut être intéressant à investiguer par la suite. Donc, dans ces situations importantes dont la compétition fait partie, j'ai décidé d'investiguer ça avec des études de cas. Donc, ça veut dire que j'ai suivi 4 binômes entraîneurs-athlètes de niveau club, de niveau national, qui ont participé au championnat de France. Je les ai suivis sur la compétition et après pour identifier les interactions qu'ils peuvent avoir entraîneur-athlète et voir l'implication de leurs compétences émotionnelles. Donc pour ça, le jour de la compétition, j'ai mis en place des enregistrements audiovisuels, donc micro-cravate, caméra sur l'entraîneur, caméra qui filme le match. Et a posteriori de la compétition, on a mis en place des entretiens d'explicitation, donc pour revenir sur leur vécu en situation, pour comprendre comment ils ont fonctionné, qu'est-ce qu'ils ont identifié à quel moment et pourquoi, vraiment comprendre comment ils ont interagi et un lien potentiel avec la performance aussi. Et là, donc, les résultats, ils montrent que les compétences émotionnelles, du coup, elles interagissent, que ça a un impact sur leur relation. Du point de vue des entraîneurs, on voit qu'ils vont avoir tendance à chercher à identifier leurs propres émotions, mais aussi celles de l'athlète, pour les réguler s'il y a besoin, et pour réguler leurs propres émotions. Mais par contre, les résultats, ils montrent aussi qu'il faut faire attention à certaines projections que peuvent faire les entraîneurs. Ils ont été athlètes et souvent, ils anticipent des besoins ou des réactions de l'athlète ou ils les interprètent, alors que c'est pas forcément... Des fois, il peut y avoir pas la bonne correspondance. Et c'est ça peut-être un petit peu le travers de ça. Donc, c'est important d'avoir une identification, mais qu'elle soit pas biaisée. Pour les athlètes, on voit dans ces résultats qu'ils vont chercher à identifier les émotions de leur entraîneur et de chercher leur approbation. Et ils vont agir en fonction de ça. On voit aussi qu'ils cherchent à comprendre, ou qu'ils comprennent un petit peu comment leurs propres émotions fonctionnent et vont essayer aussi de les réguler eux-mêmes pour être plus efficaces et plus performants. Et ces résultats, donc on parle des compétences émotionnelles, mais elles sont permises de par la communication, comme je l'ai dit juste avant. Donc la communication, dans ces situations, on voit qu'elle sert, elle intervient au moment où l'entraîneur doit motiver avant d'arriver sur le tapis, ou même quand ils sont pendant le match. L'entraîneur, il est vraiment une source de motivation. Pendant le match, il donne aussi des directives, il aide dans les actions pour les athlètes, il donne des directives techniques, tactiques, parfois d'ordre psychologique ou mental, ça dépend comment on veut l'appeler. Au point de vue de la communication, on voit aussi que le toucher il est important à ces moments-là pour rassurer, pour montrer une présence à l'athlète. Dans la salle de show, ça va être la tape sur l'épaule, ça va être les massages, ça peut être la fessée si on va jusqu'à ce qu'on peut voir dans certains sports. La notion de rire aussi qui intervient pour dédramatiser un petit peu. Et l'entraîneur, il doit voir un petit peu si ça correspond à l'état de l'athlète et si ça peut marcher avec lui. Le soutien après la défaite.
qui est très important parce que il faut savoir se remettre d'une défaite rapidement si on a un autre match qui suit, ou si c'est la fin de la compétition, faut retourner à l'entraînement, retravailler, et s'y remettre pour la prochaine compétition. Et l'entraîneur, il a un très gros rôle à jouer là-dedans. Et la gestion de la pause, alors ou mi-temps suivant le sport duquel on parle, mais à la lutte, la pause, c'est un sport qui fait 2 fois 3 minutes et il y a une pause de 30 secondes au milieu. Et du coup, c'est très compliqué de gérer cette pause parce que l'entraîneur, il a tendance à dire beaucoup d'informations, alors qu'il faut filtrer, l'athlète n'est pas forcément lucide. Donc, pareil, c'est important de savoir quoi dire à quel moment dans ces situations-là. Voilà donc pour ma deuxième étude. Et donc, si je peux faire un petit résumé de l'application de manière plus générale pour les entraîneurs, on voit donc que la relation, elle est centrale dans la vie de l'athlète, que c'est quelque chose qui est même fascinant, et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu travailler là-dessus. On voit que c'est une relation qui est dynamique et complexe, et donc avoir de bonnes compétences émotionnelles, ça aide à trouver le bon équilibre dans la relation et à s'adapter aux évolutions. Ce que ça veut dire dans la dynamique et la complexité, ça veut dire que la relation, elle va changer tout le temps en fonction du temps. Et elle est complexe parce qu'elle varie en fonction du contexte. Ouais. Il y a plein d'éléments autour qui jouent et qui vont impacter comment ça se passe. Et il faut prendre en compte ces éléments-là, et on ne peut pas agir sur tout, mais les prendre en considération, c'est déjà un premier pas. On a vu aussi que définir les rôles, c'est quelque chose qui est important. Le rôle de l'entraîneur, notamment, il ne reste pas figé, mais celui de l'athlète non plus. L'athlète, il évolue, et l'entraîneur, il doit faire évoluer son coaching en fonction de ça, notamment parce qu'ils sont face à différents athlètes qui ont différents besoins, et d'autant plus suivant le moment de leur carrière. Ouais. Et aussi par les multiples casquettes qu'ils ont, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou définir un petit peu comment ça fonctionne, c'est important. La proximité, du coup, travailler là-dessus et trouver, donc je ne cherche pas forcément à prôner une grande proximité, mais trouver en tout cas le bon équilibre. C'est ce qui est le plus difficile, j'ai pas de recette magique à donner là-dessus, mais c'est trouver le bon curseur par rapport à l'athlète, jusqu'où je peux aller, de quoi il a besoin à quel moment. Est-ce que sur ce plan-là, on peut être très proche, et sur ce plan-là, peut-être un peu moins. Il faut arriver à jauger sur ces aspects-là, en passant par la communication, encore une fois. La communication, elle va permettre de réduire les incompréhensions, de limiter les écarts entre les deux perceptions, parce que souvent on croit que l'autre croit quelque chose, et en fait non. Donc c'est important d'échanger le plus possible, même si c'est pas forcément évident, de savoir quel sujet aborder, identifier les besoins, et comprendre les fonctionnements de chacun. Je vais mettre aussi un petit point de lumière sur le genre, parce que là, ce que je dis, c'est commun à tous les athlètes et les entraîneurs auxquels j'ai parlé, mais la notion de genre, elle intervient notamment quand on parle de l'aspect tactile, ou même par rapport sur les sujets à aborder. Des fois, il va falloir faire des distinctions en fonction de si on s'adresse à une athlète féminine ou un athlète masculin, ou c'est une différence de genre entre l'entraîneur et l'athlète. Je ne m'aventurerai pas sur ce sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose pareil à prendre. Il faut en prendre conscience et agir en fonction de ça. Et toujours être dans l'écoute et essayer de comprendre comment la personne, elle veut qu'on agisse et de quoi elle a besoin. Le vécu subjectif aussi est une ressource pédagogique, donc ça c'est par rapport à la méthode que j'ai employée d'entretien, qui permet vraiment de revenir sur un vécu en situation et comprendre comment on a fonctionné dans une situation. C'est toujours bien, on apprend de soi-même, c'est comme utiliser la vidéo, on se rend compte de choses dont on n'avait pas conscience à l'instant T, et c'est un outil qui peut être utilisé et pertinent. Faire attention aux habitudes et à la projection et à la surinterprétation, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que les entraîneurs ont souvent été athlètes avant, et ça peut limiter certains dialogues, et on peut faire un peu des raccourcis parfois un peu faciles, et ça peut être handicapant. Et je finirai en disant que le développement des compétences émotionnelles peut être une bonne option pour ça, développer les compétences émotionnelles de l'entraîneur comme de l'athlète, parce que les deux ont besoin de fonctionner et de bien se comprendre. Et ça leur permettra d'être plus efficaces en situation, d'intervenir et de coopérer de manière plus optimale, et donc à la fin d'être plus performants. Et voilà. Donc, si je résume, c'est toi qui vas. Pour faire assez simple, l'athlète recherche quoi chez l'entraîneur? Parce que c'est ça, en gros, ton étude, c'est de dire l'entraîneur cherche ça et l'athlète cherche ça. L'athlète cherche quoi chez un entraîneur? Il va chercher, on va dire, je pense déjà beaucoup d'écoute. Il y a beaucoup le lien affectif quand même qui ressort. Il va chercher un soutien, quelqu'un qui le motive, quelqu'un qui est toujours là. Vraiment, c'est dans la victoire comme dans la défaite, parce que des fois, ça peut bouger. Et il y a un contexte aussi qui intervient. Un entraîneur qui doit gérer 10 athlètes, ça ne doit pas être évident de faire des relations très individualisées. Mais je pense que c'est ça la majorité des choses, c'est d'être pris en compte en tant qu'humain déjà, sur tous les plans, prendre en compte les difficultés qu'ils ont, les facilités, d'être un soutien et après d'être peut-être un peu dur à l'entraînement suivant la personne et d'être plus challengeant au niveau technique, etc. Et quelque chose justement qui m'étonne, c'est que dans tes entretiens, il y a beaucoup de
qualités humaines qui reviennent, mais pas la compétence technique de l'entraîneur. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais pensé pendant tes études ou c'est quelque chose qui revient jamais sur les athlètes? Comment ça se passe? En fait, je pense que c'est l'entraîneur qui perçoit ça plutôt, mais l'athlète, c'est pas le premier truc. Ça, c'est important aussi, et là, c'est vrai que je le mets pas en lumière. C'est forcément quelque chose qui est pertinent et dont ils ont besoin, mais c'est pas la compétence première dont ils ont besoin. C'est d'abord je pense, c'est plutôt d'être rassuré sur ses propres capacités. Après, peut-être que c'est tellement évident pour eux qu'ils l'ont pas exprimé. Il y a peut-être de ça aussi. Mais je pense que oui, l'aspect humain, il est au premier plan parce que c'est la personne avec qui ils voient plus leur entraîneur que leur propre famille. Bien sûr. Ça dépend du niveau, voilà, parce que j'ai eu du haut niveau, j'ai eu des personnes qui ont un niveau plutôt club. Il y a les deux. Mais l'athlète, il a besoin de rendre fier son entraîneur et il y a toujours un peu ce truc-là. Et est-ce que dans les niveaux club et nationaux ou professionnels, etc., tu vois une différence dans les demandes et la recherche des athlètes? Ce que je vois, c'est que vu que les contextes sont différents et il n'y a pas les mêmes enjeux, et donc les relations sont très différentes. Au niveau club, on voit qu'il y a moins cet enjeu de performance. Enfin, ils veulent tous forcément gagner, c'est normal, c'est des compétiteurs, mais c'est pas grave si on gagne pas. Et donc du coup, il y a vachement... Les entraîneurs vont plus porter sur l'humain, sur on peut donner que le meilleur de nous-mêmes à ce moment-là et on fait au mieux et c'est cool. Alors qu'au niveau, il y a tellement de contraintes qui entrent en jeu, des contraintes de performance, et c'est tout un système là duquel je parle. Mais donc les enjeux sont pas les mêmes. Les entraîneurs, ils ont des objectifs par rapport à leurs athlètes, mais aussi eux, ils ont des contraintes par rapport aux autres casquettes qu'ils ont et ils doivent rendre des comptes. Et ça peut être problématique. Et je pense aussi que s'entourer d'un staff peut être pertinent pour ça, pour un petit peu déléguer les tâches. Mais voilà, le contexte en fait est tellement différent que c'est très dur d'avoir les mêmes enjeux des deux côtés. Une question qui dépasse peut-être le cadre de tes études, mais je ne sais pas qui l'a posée. On parle quasiment tout le temps de performance compétitives. Est-ce que des personnes qui ne font pas de compétition, parce qu'il y en a qui font de la lutte sans faire de compétition ou d'autres sports, est-ce que ces gens-là vont rechercher la même chose chez les entraîneurs? Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder ou de lire par rapport à ça? Alors là, du point de vue 100% de mon travail, il n'y a rien là-dessus. Mais moi, de mes connaissances perso, parce que du coup, vu que je pratique maintenant aussi, je pense que les personnes qui ne font pas de compétition, elles recherchent quelque chose d'humain quand même. On fait du sport, mais on va chercher un environnement, on va chercher des nouvelles connaissances, on va chercher connaissances techniques comme connaissances humaines. Je pense que cet aspect-là, c'est peut-être même le premier finalement au niveau des clubs, c'est que les gens ne viennent pas d'abord pour la compète, ils vont tester un sport et ça va leur plaire. Et l'entraîneur, s'il est un peu dynamique et qu'il fait des entraînements qui sont intéressants et qui sont un peu challengeants, où il trouve pareil le bon curseur, je pense que les gens, ça les fait revenir. Et après, la compétition, je pense que c'est propre à chacun. Est-ce qu'on s'aventure là-dessus ou pas? Ça, c'est les préférences, on va dire. Et pareil, peut-être une question qui dépasse le cadre de tes études, mais l'importance du groupe. Parce qu'on parle souvent de la relation entraîneur-entraîné, entraîneur-athlète. Mais même dans les sports individuels, il y a toujours une notion de groupe parce qu'on s'entraîne ensemble. Est-ce que ça a un intérêt de créer une cohérence dans le groupe, un esprit particulier? Est-ce qu'on performe mieux dans certains types de groupes ou pas? Donc pareil, ça, moi, j'ai pas pu l'étudier, mais de ce que j'ai vu, je pense que le groupe... Enfin, justement, c'est bien de remettre ça en avant parce que même si c'est un sport individuel, oui, il y a la notion de groupe qui entre en jeu. Et en fait, ils sont gérés en groupe au quotidien. Enfin, là, je parle du coup du haut niveau. Ils sont gérés comme un collectif, en fait, presque comme une équipe, parce que ils ont chacun leur poste, parce qu'ils sont dans des catégories de poids, donc on s'adresse à eux peut-être différemment en fonction de ça. Et le groupe, on voit qu'il y a vraiment une grosse complicité entre les athlètes dans n'importe lequel des trois styles de lutte. Et je pense que c'est important parce que si déjà ils se sentent bien dans le groupe, et après la relation, elle vient compenser ça, où c'est deux choses qui peuvent collaborer ou cohabiter. Il n'y a pas que la relation entraîneur-athlète, il n'y a pas que le groupe. Le but, c'est que les deux ils puissent cohabiter et que si l'athlète il se sent bien dans le groupe, peut-être que ça va influencer positivement sa relation avec son entraîneur. J'imagine que oui. Et si pareil, il y a une relation qui se passe pas bien dans le groupe, je pense que ça peut polluer potentiellement le reste du groupe, peut-être pour une durée donnée. Ouais, ça s'influence. Ok, donc l'entraîneur doit être vigilant finalement à son comportement avec son athlète, son comportement avec le groupe. Et à quoi d'autre? Il doit être vigilant. Ouais, je pense que ça met beaucoup de poids. Ça met beaucoup de poids sur l'entraîneur. Il doit être vigilant. Je pense c'est déjà les deux gros points. Là, je vois sur le coup, il y a rien qui me vient en tête de plus. Ok. Et justement, je pense que pour bien pouvoir agir sur ces plans-là, il doit pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes aussi, l'entraîneur. Et donc, du coup, il faudrait des entraîneurs d'entraîneurs. Du coup, la place du staff, peut-être, finalement, là-dessus.
Et je voulais aussi préciser, par rapport à ta question d'avant, que même maintenant, les staffs travaillent sur les relations interstaff ou athlète-staff seraient très pertinentes, parce que je peux échanger avec des gens qui travaillent dans des staffs, en analyse vidéo notamment, où je vois la place que ça peut avoir maintenant. Ça dépend les sports, encore une fois, mais les sports où une équipe vit avec un staff, je pense que c'est ultra pertinent d'étudier ça, et je pense qu'il commence à y avoir des études là-dessus, mais je pense que j'aimerais bien creuser aussi ça un petit peu à l'avenir. J'ai un peu... non, mais c'est parfait. Justement, j'allais te poser, est-ce que tu as une suite à tes études après la thèse? Après la soutenance, on verra un petit peu ce qu'il en est. Je pense que je veux continuer de travailler sur ces relations-là, ou les relations interpersonnelles, du moins de manière générale. On verra les opportunités, mais je veux rester sur cette thématique parce que je trouve ça trop intéressant et qu'il y a trop de choses à dire. Et ça peut faire déborder sur les staffs, je trouverais ça pertinent. Mais d'ailleurs, à la Fédé de rugby, ils ont commencé à faire un travail là-dessus. Ouais. Déjà, sur les compétences émotionnelles, ils sont très en avance. Et sur le développement des compétences émotionnelles aussi. Et d'autant plus d'impliquer les staffs dans l'aspect mental et la préparation mentale. Ils ont travaillé là-dessus. Il y a des études qui sont sorties notamment. Et je pense que c'est une des suites peut-être logiques. Pas forcément pour moi, mais du milieu de manière générale. Ouais. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter ? Non, je pense que... J'espère que j'ai bien expliqué, j'ai bien rendu ça concret pour les entraîneurs. Parce que, comme je disais, c'est un challenge pour moi de rendre applicable au terrain mon travail. Ça me tient à cœur. Et j'espère que ça sera le plus compréhensible. Et même s'il y a besoin que je puisse éclaircir certains points, ça sera avec plaisir en tout cas. Mais pour l'instant, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Trop bien. Où est-ce qu'on peut retrouver l'avancée de tes recherches ? On va pouvoir me retrouver déjà quand je vais soutenir ma thèse. Non, j'ai mon Instagram sur lequel on peut me retrouver, ou sinon LinkedIn où j'essaye de mettre un petit peu des choses à jour. Okay. Et voilà, globalement, c'est les deux points centraux. On mettra le lien justement sous la description de l'épisode. Okay. Donc on pourra te suivre de près ou de loin. Super, merci. Sophie, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et on se retrouve vite.